Yaorana Kotaounui et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche de près beaucoup de Polynésiens, à savoir l'héritage. Nous avons le plaisir d'accueillir des experts en la matière. On commence avec Jean-Philippe Pina, président de la Chambre des notaires. Bonjour. Teina Denis, directrice adjointe des engagements au sein de la Socredo. Yorana. Caroline Fong, avocate et médiatrice foncier. Yorana. Et enfin, Blandine Marais, avocate. Yorana. Alors, on va commencer par savoir qu'est-ce que c'est l'héritage. Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous en parler? Déjà, il faut commencer par un décès. Mhm. Cette personne qui décède a nécessairement des héritiers, un conjoint, des enfants. Il s'agit de mettre en place tout le processus pour permettre d'identifier les héritiers et la transmission des biens. Alors, on parle d'héritage et de succession, c'est la même chose? Forcément un décès. L'héritage est la conséquence de la succession. C'est-à-dire quand quelqu'un décède, il y a forcément tout son actif et son passif qui va être transmis aux héritiers. Comment se déroule concrètement justement cet héritage? Bien en général, mal souvent. Tout simplement parce que les héritiers ne sont pas forcément au courant de l'actif de la personne décédée. Ça demande à faire un travail pour la famille, de récolter les actes de naissance, de mariage, mettre en place la notoriété pour dire qu'il est de notoriété publique que la personne décédée a laissé tel et tel héritier, identifier l'actif, les biens immobiliers, le passif, et après parvenir à un partage, une attribution à chacun des héritiers. Alors, Blandine, tu es avocate. Est-ce qu'il y a des spécificités en Polynésie française par rapport à l'héritage? Alors oui, j'ai envie de dire que la première des spécificités, c'est le nombre d'indivisions successorales que l'on peut compter, notamment sur les terres, hein. D'ailleurs, on a un contentieux dédié qui s'appelle, qu'on appelle nous le contentieux des terres, avec une juridiction qui est spécifique à la Polynésie française, hein, le tribunal foncier. Le tribunal foncier n'existe pas en métropole. Et donc, la première des spécificités, je dirais que c'est les indivisions et toutes les démarches qui permettent d'en sortir, et notamment eh bien, la recherche des héritiers, donc l'établissement des généalogies successorales et la recherche des titres de propriété. On va en parler un peu plus tard, mais Caroline, c'est justement, toi, tu es médiatrice. C'est ce que tu gères. Déjà, c'est quoi une médiatrice? La médiatrice foncière, elle est là. Enfin, il y a plusieurs sortes de médiation, mais parce qu'il y a des médiations dans tout domaine, hein, matière civile, familiale, commerciale, sociale. Mais toi, tu es médiatrice foncière. Je fais de la médiation en général et en plus, j'ai reçu l'agrément pour être médiatrice foncière. Et c'est quoi la spécificité quand tu es médiatrice foncière? Voilà. D'abord, c'est uniquement dans le domaine foncier et c'est pour aider les gens à trouver une solution à l'amiable à leur. Alors, Teina, on parle de succession. Dès qu'on parle de succession, logiquement, on parle, ça nous vient à l'esprit d'argent. Quelles sont les démarches administratives à suivre au sein d'une banque lors d'une succession? Alors, lors d'un décès, les héritiers doivent se présenter dans une agence bancaire pour déclarer le décès. Donc avec des pièces comme l'acte de décès qui est délivré en mairie, un justificatif de la filiation, donc ça peut être une copie du livret de famille, une fiche généalogique, ou l'acte de naissance et les pièces d'identité donc des héritiers. Alors aujourd'hui, dans cette émission, on va essayer d'être le plus pragmatique et concret possible. Blandine, tout simplement, que faire avec des biens immobiliers en Polynésie française? Eh bien, il faut d'abord s'interroger sur le sort qu'on souhaite leur donner de leur vivant, de son vivant d'abord. Est-ce que c'est des biens qu'on entend conserver dans son patrimoine jusqu'à son décès, auquel cas on peut commencer très tôt à penser à la transmission, ou est-ce que c'est des biens qu'on a dans une sorte de portefeuille et qu'on va pouvoir vendre, réinvestir, etc. En fait, c'est une question qui dépend, la réponse dépend de chacun. Et surtout de la situation. Je vais donner un cas pratique avec Jean-Philippe. J'ai une maison, 2 enfants. On va pas couper la maison en deux. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il faudra choisir, c'est-à-dire un des deux héritiers devra savoir s'il est en mesure de racheter la part de l'autre. S'il n'est pas en mesure, aucun des deux n'est en mesure, il faudra qu'il décide soit de conserver le bien, de le mettre en location, de se partager des loyers, soit de vendre le bien, d'en récupérer la moitié chacun. Après, il peut aussi se passer qu'un des enfants habite dans la maison, à charge pour lui de payer une moitié de loyer à l'autre membre de la famille. Tout simplement. Tout simplement. Et tout à l'heure, on parlait de ce qu'il fallait faire dans une banque, Teina. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les biens immatériels? Donc,
l'argent, les économies, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, à la déclaration du décès au sein de la banque, les comptes sont bloqués. Donc, si c'est un compte individuel, le compte est tout simplement voilà, bloqué. Les héritiers ne peuvent pas toucher de l'argent sur ce compte-là, sauf éventuellement pour payer les frais d'obsèques, jusqu'à 600 000 francs sur la base de facture. Et jusqu'au règlement de la succession, soit par le notaire ou soit par les héritiers, le compte est bloqué et les héritiers ne peuvent pas y avoir accès. Et si c'est un compte joint, par exemple, je suis marié à quelqu'un, j'ai un compte joint avec cette personne, est-ce que c'est bloqué aussi pour moi? Alors, le compte joint continue à fonctionner pour le co-titulaire, sauf si un des héritiers s'y oppose ou si le notaire nous demande de le bloquer. Après, tous les moyens de paiement sur un compte individuel sont aussi clôturés, donc vous pouvez les restituer en agence, carte bancaire, chéquier, etc. ne fonctionnent pas, Blandine? sauf pour un compte joint. Parfait. Blandine, qu'en est-il des autres biens, je sais pas, une voiture, par exemple, ou des meubles? Est-ce que eux aussi sont transmis aux héritiers? Alors oui, en fait, c'est l'universalité du patrimoine, on l'appelle comme ça, qui se transmet aux héritiers. Après, sur ces biens-là, on peut aussi prendre des mesures de son vivant pour décider la manière dont on veut les partager. D'accord. Et si les biens ne sont pas partagés, Jean-Philippe, qu'est-ce qu'ils deviennent? Il faut un consensus, c'est-à-dire qu'aux héritiers de s'accorder sur qui garde quoi, avec un partage en valeur sur les différents biens, 3 enfants, un tiers chacun. Donc, à défaut d'accord, ils peuvent se retrouver dans les tribunaux ou trouver un médiateur foncier, un médiateur aussi, pour essayer de trouver un consensus. D'accord. On parle de consensus. Caroline, c'est à ce moment-là que tu interviens? Oui, alors je peux intervenir d'une manière conventionnelle ou judiciaire, mais c'est effectivement le tribunal, quand les affaires de terre sont devant le tribunal. Le tribunal foncier peut désigner un médiateur foncier qui va justement aider les parties à trouver une solution à l'amiable. C'est le cas principal que tu observes, c'est Oui. justement les problèmes de terre. On parlait d'indivision tout à l'heure. Voilà, des partages, D'accord. principalement les partages. Trouver un consensus avec les héritiers, est-ce que c'est compliqué en tant que médiatrice foncière? L'avantage, c'est que pour entrer en médiation, il faut que ça soit c'est volontaire. Donc, on ne peut pas obliger quelqu'un à entrer en médiation. Mais comme c'est déjà volontaire, il a souhaité trouver une solution à l'amiable. Déjà, on part déjà Sur une bonne base. une bonne base, et après, il faut discuter. Et qu'en est-il on parlait des enfants, hein, Jean-Philippe, qu'en est-il des droits, pardon, des enfants qui sont FAAMU, adoptés? Il y a plusieurs cas en fait. Les enfants FAAMU, ils n'existent qu'à la seule et unique condition qu'ils aient été adoptés de façon légale, d'adoption simple ou plénière. C'est-à-dire que, en dehors de ce cadre-là, l'adoption de façon traditionnelle, cet enfant-là ne fera pas partie de la succession. Pour qu'il y fasse partie, il faut qu'il soit mentionné sur un testament pour avoir des droits. Donc reconnu par la personne en question. Pas forcément reconnu. Alors, il y a le cas de l'enfant naturel, l'enfant adultérat. Lui, il peut être reconnu, il a des droits au même titre que les autres. Mais l'enfant FAAMU, à défaut de testament, il n'est pas héritier. Pour qu'il soit héritier, il faudrait qu'il ait été adopté de façon simple à minima. Et qu'en est-il, on parlait d'enfants reconnus, qu'en est-il des enfants qui ne le sont pas, qui ne sont pas reconnus par leurs parents? Ils n'existent pas juridiquement dans la succession, sauf après rentrer dans des procédures de reconnaissance post-mortem, etc. C'est comme l'histoire de la succession d'Yves Montand, mais c'est un tout autre processus et c'est très marginal. D'accord. Et donc là, on va rentrer dans un autre sujet, du coup. Oui. Je vais retourner du côté de Blandine. Que faire en cas de divorce? J'étais avec une femme, je me suis divorcé. Qu'en est-il du partage de mes biens? Bien, en fait, à l'occasion du divorce, on va régler la liquidation du régime matrimonial, hein, c'est-à-dire qu'on va organiser le partage des biens qui appartenaient aux époux entre eux. Et qu'en est-il si je me suis divorcé, mais je me suis marié avec quelqu'un d'autre? Donc là, on a un premier lit avec une première femme et un deuxième lit avec une autre femme. Les biens sont partagés différemment. Comment est-ce que ça se passe? En fait, d'abord, tout dépend du régime matrimonial, hein, puisque vous pouvez être marié sans contrat de mariage ou avec un contrat de mariage. Le contrat de mariage le plus courant étant celui de la séparation des biens. Ce qui se passe, c'est qu'on divorce de la première épouse, hein, dans ton cas, et puis on liquide les biens,
Et une fois que les biens sont liquidés, on prend son temps avant de penser à une nouvelle union. Je précise, c'était un exemple. Là, c'est pas mon cas. C'était juste un exemple. Jean-Philippe, et si vraiment un cas exceptionnel, je suis très vieux. Je n'ai plus de femme, je n'ai plus de frères, de sœurs, ils sont tous décédés, mes parents pareil, je n'ai aucun héritier. Comment ça se passe? On a forcément un héritier quelque part. Bon, après, c'est la difficulté qu'on a en Polynésie de la sécurisation des généalogies. À un moment donné, tu as forcément un oncle, une tante par alliance quelque part, forcément un héritier quelque part. À défaut, ta succession sera vacante. On aura un curateur de succession vacante qui va gérer ta succession et tu auras le plaisir de transmettre tes biens au pays. Voilà. D'accord, donc ça va directement au pays. Oui. Ok. Et si par exemple, encore beaucoup d'exemples, hein, comme on disait, on va essayer d'être le plus concret possible. J'ai de la famille, effectivement. J'ai des cousins éloignés, effectivement, mais je les aime pas. Je veux pas donner mon héritage. Je préfère le donner à un fils adoptif ou une association ou un ami. Comment est-ce que je peux faire? Tout simplement, tu rédiges un testament devant notaire ou un testament que tu rédiges tout seul, un testament holographe, dans lequel tu exposes de façon claire tes volontés, tes dispositions à cause de mort. Tu vas désigner un légataire universel, particulier. Tu vas donner le mode d'emploi de la transmission de tes biens. D'accord. Et le testament, c'est obligatoire? À défaut d'héritier, à défaut de descendant, c'est mieux. Parce que sinon, c'est la dévolution légale qui va s'appliquer. Ta transmission sera transmise à tes parents, tes frères et sœurs, neveux, nièces. Donc, le mieux, c'est de décider de son vivant. Retournons du côté de Teina. Encore une fois, un autre exemple. Un de mes parents est décédé. Et il avait énormément de dettes. Est-ce que du coup, j'hérite aussi de ces dettes? Oui, tout à fait. Alors, il faudra se renseigner auprès du chargé de compte du défunt si il avait souscrit une assurance emprunteur ou pas. S'il y a des crédits en cours, et auquel cas il pourra faire les démarches auprès de la compagnie d'assurance pour voir si une prise en charge du crédit est possible. S'il n'y avait pas d'assurance emprunteur et s'il y a un refus de la compagnie d'assurance de prendre en charge, eh bien effectivement l'héritier est tenu par les dettes. D'accord. Et si je veux refuser cet héritage, je ne veux pas de cet héritage, c'est possible aussi? C'est possible. S'il refuse la succession, il refuse les actifs et aussi le passif. Donc, il refuse aussi, s'il y a des biens immobiliers, il refusera de les avoir, comme les dettes. D'accord. Jean-Philippe, ça arrive ce genre de cas de vouloir refuser? Comment est-ce que ça se passe? Très souvent. Très souvent parce que les enfants sont pas forcément au courant du contenu de l'actif et encore moins du passif. Donc, il y a toujours la capacité, en gros, d'accepter la succession en concurrence de l'actif net. C'est-à-dire qu'il faut, dès qu'il y a un décès, recomposer l'actif, recomposer le passif. Parce que si les enfants rentrent dans la maison, vendent la voiture, ils acceptent tacitement la succession. Donc, ils peuvent se retrouver, de fait, à supporter un passif. Donc, il est très important, dès qu'il y a un décès, de recomposer l'actif, le passif, questionner les banques, voir s'il n'y a pas eu des prêts qui n'ont pas été couverts par une assurance décès, savoir si la personne décédée s'était pas portée caution, qu'il y avait des engagements en cours. Donc, c'est très important, parce que ça peut aller très loin. Voilà, bah, Caroline, pardon, Teina, justement, si on reparle d'argent, j'ai pas été en contact avec mes parents depuis énormément de temps, la personne n'a pas préparé de testament. Est-ce qu'on peut faire des recherches des différents comptes, que ce soit épargne, courant? Oui, tout à fait. Alors, il y a sur le site du service public, il y a ce qu'on appelle le FICOBA, donc le fichier des comptes bancaires. Il est tout à fait possible, en justifiant de sa filiation, d'avoir accès aux comptes bancaires et où ils sont situés, sans pour autant avoir connaissance du solde, mais au moins d'avoir les numéros de compte et les établissements auxquels ils sont rattachés. Et justement, hein, Caroline, est-ce que ça t'arrive de faire face à des personnes qui ont des conflits par rapport aux terres, on en a parlé tout à l'heure, aux biens fonciers, mais par rapport à l'argent, par exemple? Est-ce qu'à un moment donné, ça rentre dans la discussion? En tant que médiateur foncier, on va régler que les affaires de terre. Alors, rapproche-toi un tout petit peu de ton micro, s'il te plaît. En médiation foncière, on va régler que les affaires de terre, pas les biens mobiliers. D'accord. Même si les personnes, par exemple, mélangent un petit peu tout, vraiment, tu ne t'occupes pas du tout de ce genre de cas-là. Le tribunal foncier, c'est que les affaires de terre. La médiation foncière, c'est les affaires de terre. Comment est-ce que les tribunaux fonciers, Blandine, gèrent ces litiges liés à l'héritage, ce genre de conflit qu'il peut y avoir?
Bah, il le gère, de mon point de vue, très bien, c'est-à-dire que, quand, les personnes sont en désaccord sur le partage, des terres, et bien, ils introduisent une action en justice. La première audience du tribunal, foncier, qui s'appelle la conférence présidentielle, il faut vraiment y aller, mais bon, de toute façon, les personnes se rendent à l'audience. Le magistrat va expliquer exactement, ce qu'il faut faire, quels documents il faut fournir et cetera pour la suite de la procédure. Alors la seule chose, c'est que ce sont des procédures qui durent très longtemps, en général parce qu'elles nécessitent, eh bien, qu'il y ait un géomètre expert qui soit désigné et qui fasse des lots, afin que, ben, chaque souche au moins d'ayant droit, ait un lot, de valeur équivalente. Mais sinon, à part ça, ça fonctionne plutôt bien cette juridiction. D'accord, mais pour éviter d'en arriver là, il faut faire appel à une médiatrice ou un médiateur foncier, on est d'accord? Bah oui, bien sûr, il faut toujours essayer la conciliation d'abord. D'ailleurs, c'est une condition hein, de saisine du tribunal foncier. Donc, toujours faire appel à un médiateur ou une médiatrice foncière. Justement, je reviens vers toi, Caroline. Comment ça se passe concrètement, ce métier de médiation? Est-ce qu'on réunit toutes les parties autour d'une table et on fait, bon, allez, c'est quoi le PAPA? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe C'est concrètement? exactement ça, en fait. La médiation foncière, c'est un processus. Donc, effectivement, on se voit autour d'une table, des parties intéressées, et on discute. Donc, ça fait 3 ou 4 séances, puisque la première séance, on met à plat le différend, le conflit, qu'est-ce qui se passe. On apprend à se connaître aussi, parce que quand on a 3, 4 souches, on se connaît pas tous. Et ensuite, la deuxième séance, on a posé à plat quels sont les besoins de chacun. Et on trouve des solutions ensuite. Parce que l'avantage de la médiation, c'est que ce n'est pas le juge qui va décider, mais c'est bien les parties. C'est eux qui vont devenir juges de leur affaire. Ils vont trouver, proposer des solutions, bien sûr, pas la plus idéale, mais la plus satisfaisante possible. Et on trouve un accord sur ce qui est raisonnablement possible. Parce qu'on reste toujours dans le cadre de la loi. Sachant qu'une médiation va coûter moins cher, je suppose, qu'un conflit qui va devoir atterrir devant les tribunaux, etc. Oui, normalement, ça coûte moins cher. Cas concret, hein, tout à l'heure on parlait de cas concret. On a une maison, hein, le grand-père est décédé, il y a tonton d'un côté, il veut la maison, il y a le frère d'un autre, il veut aussi la maison. Comment ça se passe concrètement pour toi en tant que médiatrice? Et bon, on va en discuter. Comme disait Maître Pina tout à l'heure, on va justement voir il n'y a pas de 1000 solutions. Si on a un qui rachète la part de l'autre, ou il y en a, ou s'ils s'entendent pas, ben, on va trouver une solution, peut-être la vente. Et vente carrément de l'espace, de la terre, de la maison. Ou alors, moi, c'est ce que je propose aussi, pareil pour les affaires de terre, hein, quand c'est pas partageable, puisque quand c'est pas partageable, la loi prévoit la vente, hein, il n'y a pas d'autre solution, mais on peut peut-être faire ce que j'appelle une convention d'indivision. Voir comment on peut habiter ensemble dans cette maison. Peut-être qu'on peut la couper en deux, peut-être qu'on y en a un qui peut habiter à l'étage, l'autre au rez-de-chaussée, donc faire une copropriété, voilà. Donc on peut toujours trouver une solution en médiation. Et Jean-Philippe, est-ce que le notaire peut aider à résoudre aussi ces conflits familiaux? On essaye, on fait comme on peut. Ce qui est très compliqué, c'est de recenser les actifs. C'est-à-dire quand les personnes demandent leur compte hypothécaire, on se retrouve avec une litanie de terres à droite à gauche, beaucoup de droits indivis. Donc, le tribunal foncier, je crois, a rendu 475 partages l'année dernière. Les notaires ont fait 450 partages. C'est beaucoup, mais à la fois, c'est très peu. 57% du foncier en Polynésie est en indivision. Donc, recenser les terrains, les droits indivis pour parvenir à un partage, c'est extrêmement long, onéreux puisque ça demande beaucoup de frais de géomètre, d'actes de notoriété. C'est très compliqué, mais on essaye au maximum de trouver des consensus, de faire la conciliation. Et à défaut d'accord, parce qu'il y en a toujours un qui n'est pas d'accord, on finit devant le tribunal. Il est amendé, va trancher, et va décider quel est le sort des biens. Bon, on s'est enfin mis d'accord que la maison va appartenir au tonton parce que le frère va payer sa part, etc. Teina, qu'est-ce qu'il faut payer maintenant qu'on s'est mis d'accord sur la succession? Qu'est-ce qu'il faut payer quand on a un héritage? Après, il y a des frais à régler sur demande du notaire ou des héritiers. Et si le solde sur le compte du défunt est suffisant, on peut, sur instruction, régler ces frais. Voilà, si toutefois le solde n'est pas suffisant, il faudrait pourquoi pas se rapprocher de son chargé de clientèle et étudier une demande de financement pour régler ces frais. Donc concrètement, ça va être un genre de prix, c'est ça? Ça peut être possible, oui.
Et sinon, si on veut pas arriver au prix carrément, est-ce que c'est qui doit payer finalement ce notaire? Est-ce que ça va être la personne, oui, bien sûr, qui va succéder, mais s'il y a plusieurs personnes, Les héritiers. tout simplement. Oui, tout simplement. Et Jean-Philippe, comment ça se passe cette partie? Dans une succession, quand on aboutit à un partage, il y a 10 enfants, en gros, chacun participe à hauteur de 1/10. Donc, quand les personnes n'ont pas les moyens, l'un qui reçoit un bien, un beau terrain, mais il n'a pas les moyens de payer les autres parce qu'il n'est pas bancable, il n'est pas finançable, il n'a pas les revenus. Les co-héritiers peuvent lui faire une espèce de crédit vendeur. Et très souvent, dans les familles qui sont peu aisées, elles abandonnent même les sommes qu'elles doivent recevoir. C'est pas confortable, mais c'est souvent comme ça qu'on aboutit, parce que les familles attribuent le bien à un des enfants, à des héritiers. Après, en termes de frais, les frais dépendent de la valeur des biens. Donc, plus c'est cher, plus le bien est cher, plus les frais sont proportionnellement chers. Mais en réalité, c'est pas si onéreux que ça. À la seule et unique condition que les familles, à chaque décès, fassent leurs papiers au fur et à mesure, leur notoriété, leur partage. Parce que quand on se retrouve au bout de 3-4 générations à faire des partages sur autant de personnes, c'est long, c'est onéreux, c'est compliqué et c'est forcément contentieux. Parce qu'une souche ou un cousin qui n'a rien à voir avec une autre souche va forcément poser problème. Il arrive parfois que le bien hérité est tellement onéreux, a tellement de valeur, que les frais de notaire obligent l'héritier à vendre le bien. Tu as déjà été face à cette situation? C'est rarissime, puisque le pays a mis en place l'AISI, l'aide à la sortie d'indivision, qui est le pays finance à hauteur de 5 millions ces partages-là. Donc, c'est parfaitement gérable. Et puis, si c'est vraiment extrêmement cher, mais à la fois, ça veut dire qu'ils reçoivent un patrimoine énorme, quand même. Donc, il arrive souvent que la famille vende un tout petit bout de terrain pour financer ces frais-là. Donc, on a quand même des solutions. A contrario, est-ce que la gestion d'héritage, Teina, ça comporte des avantages fiscaux, peut-être? Oui, après, il faut, voilà, le notaire est plus à même à répondre à ces questions au niveau du partage de succession, etc. Bon, je me retourne du coup du côté de Jean-Philippe. On est dans un pays formidable, il n'y a pas de droit de succession. Tu peux laisser des milliards et tu payes 0 en termes de droit de succession. En métropole, quand tu hérites d'un bien, tu es facilement à des tranches à 20, 30, 40% de taxes. Tu reçois un bien qui vaut 50 millions, tu peux te retrouver à payer 20 millions d'impôts. Ici, on ne paye pas de droit de succession. C'est juste les papiers, les frais d'acte, l'attestation de propriété immobilière et de partage qui sont à régler. Donc c'est infime finalement par rapport au coût d'une succession qu'on peut trouver en métropole. On a aussi, Blandine, est-ce qu'on peut anticiper la transmission de son patrimoine de son vivant, justement pour éviter que ce soit les conflits, les frais, etc. Alors, je vais te répondre, juste si je peux rebondir sur ce que vient de dire Maître Pina. Justement, à la différence de la métropole, donc nous n'avons pas de droit de succession, c'est justement pour payer les droits de succession qu'en métropole, les héritiers doivent souvent vendre en fait le bien immobilier qui dépend de la succession pour pouvoir régler ces frais-là. Et une deuxième chose que je voulais ajouter, parce qu'on a tous parlé de conciliation ou de règlement amiable, on est animé des meilleures volontés, c'est parfois impossible quand on a trop d'héritiers, comme le disait Maître Pina, ou après quand vous avez différentes souches où les gens n'ont plus de contact entre eux, c'est de plus en plus difficile de les concilier. Donc, j'en viens à ta question, plus on organise la transmission de son patrimoine tôt, moins ça pose de difficultés. Plus on attend, plus il va y avoir de générations qui vont venir se greffer sur les ayants droit, et moins ça va être facile de le partager. Donc, ce qu'on peut faire de son vivant, c'est un partage déjà. On peut organiser le partage de ses biens. On peut faire une donation-partage, c'est assez courant. Pour ne pas perdre complètement ses biens, on prévoit souvent une réserve d'usufruit, c'est-à-dire qu'on se garde l'usufruit et on donne à ses héritiers la nue propriété. Le jour où on va décéder, ils se retrouveront entièrement propriétaires des biens qu'on leur aura donnés, mais le partage est déjà organisé. Donc il y a moins de conflits, ou pas de conflits si on a déjà tout réglé. Et justement, je me tourne du côté de Caroline, comment est-ce qu'on fait pour éviter les conflits en amont, avant de décéder? Est-ce qu'il y a moyen que je prépare mes héritiers, justement? Justement, c'est exactement ce qu'on a dit depuis le début, c'est qu'il faut préparer sa succession et ne pas attendre pour la régler. Parce que moi, je vois en médiation, on a bien des testaments qui n'ont pas été exécutés pendant 40, 50 ans, voire 2, 3 générations. Donc voilà, il faut le préparer et en même temps quand même exécuter la succession, le testament s'il y en a un.
Donc Jean-Philippe se rapprocher de son notaire, de sa banque. Bon, je suppose qu'il n'y a pas d'âge auquel il faut s'inquiéter. Si j'ai que 24 ans, je ne suis pas obligé de m'intéresser tout de suite à mon testament, mais commencer à préparer ma succession si j'ai des enfants. Donc, se rapprocher de sa banque, de son notaire, de son avocat. Dès qu'on est propriétaire de quelque chose et qu'on décède, forcément ce quelque chose va être transmis. Donc il faut y penser. Quand on est jeune, on n'y pense pas trop, mais par la suite, dès qu'on a des enfants, un conjoint, du patrimoine, une société, quelque chose qui va être transmis à des héritiers, il faut s'organiser. Un testament, c'est gratuit. Donc à un moment donné, les notaires, les avocats, les professionnels du droit peuvent recevoir les clients pour les conseiller dans ce sens-là. Ne rien organiser, c'est forcément provoquer des problèmes. Et donc, pour aider notre public, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner le site notaire avec un s.pf pour pouvoir vous renseigner directement. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Il y aurait encore énormément d'exemples et énormément de situations concrètes. Malheureusement, on est limité à 26 minutes. Souvenez-vous, anticiper, c'est alléger l'avenir. L'héritage est un acte de transmission et de responsabilité envers nos proches. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain à 17h15. En attendant, tout de suite, votre VA en tahitien. Donc, votre VA Tahiti à 18h. Maururu itotatou faririra. Trahuma parheana.